Alors, bonjour tout le monde, on va commencer. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Élise Demel, je suis pharmacienne communautaire. J'ai pratiqué la pharmacie communautaire pendant plusieurs années avant de me réorienter dans les chaînes et bannières où je travaille depuis plus de 15 ans dans des rôles de gestion. Je suis présentement directrice des services professionnels, directrice principale des services professionnels pour Pharmaprix et aussi j'ai un rôle au niveau national dans les cliniques en pharmacie. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on allait faire un panel et que nous n'avions pas de facilitateur professionnel pour ce panel, donc qu'on allait le faire nous-mêmes. Alors, on s'est dit, il n'y a pas de problème, on n'est jamais mieux servi. Alors, ça me permet aussi de sortir mon alter ego, qui n'est pas pharmacienne, qui est en fait animatrice professionnelle et qui n'a jamais vécu ça, des pénuries de médicaments, qui ne connaît pas ça et donc qui est extrêmement cool. Alors, bienvenue à notre panel sur les pénuries de médicaments. Selon nos recherchistes, les pénuries de médicaments font leur effet davantage le vendredi après-midi. En fait, tous les problèmes liés aux médicaments. Ce n'est pas une coïncidence, donc, que ce panel se passe un vendredi après-midi. Alors, j'espère que vous êtes heureux d'être ici un vendredi comme ça, une belle journée ensoleillée. Ce qu'on nous a dit, c'est que les pénuries, on les vit au quotidien en pharmacie, en clinique et à l'hôpital. Elles donnent un sérieux mal de tête et nous forcent à faire preuve de créativité, surtout dans des moments où on est fatigué, plus capable, et que nos ressources sont limitées. Aujourd'hui, on réunit nos expertises, pharmaciens, gestionnaires et décideurs, pour aller au-delà du constat et explorer ensemble des pistes de solutions. Alors, je vais présenter notre premier panéliste qui est ici. Il était d'ailleurs, la personne qui était ici tout à l'heure, Élise, faisait partie du comité du journal étudiant avec Élise à l'université. Et je me rappelle qu'il renaît un tight show. C'est Pierre-Marc Gervais, qui est notre premier panéliste. Donc, courtier en douane de troisième génération, Pierre-Marc Gervais est directeur général de Access International, une entreprise reconnue comme leader canadien en courtage, en douane et en transport international. Avant de se joindre à Access, M. Gervais a dirigé sa propre pharmacie à Montréal et a occupé des postes d'influence dans le milieu pharmaceutique, notamment comme directeur principal de l'AQPP. Son parcours est marqué par un engagement constant envers la gestion, la réglementation et l'enseignement. Chargé de cours à l'Université de Montréal depuis plusieurs années, il s'est bâti une solide réputation de pédagogue capable de vulgariser des concepts complexes. Plusieurs pharmaciens ont écouté son podcast aussi avec beaucoup de rigueur. Cette capacité fait de lui un conférencier recherché et commentateur régulier dans les médias. Monsieur Gervais applique aujourd'hui sa compréhension fine des cadres législatifs au domaine douanier. Il transpose également la rigueur, la discipline et le sens éthique qui ont façonné sa carrière en pharmacie, contribuant ainsi à assurer la conformité et la performance des opérations de ses clients dans un environnement réglementaire en constante évolution. Et notre deuxième panéliste est M. Hugues Mousseau, qui est directeur général de l'AQDP, l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie, et l'ABCPQ, l'Association des bannières et des chaînes de pharmacie au Québec. Hugues possède une formation académique en sciences politiques, en droit public, en administration des affaires et en administration publique. Il cumule 25 ans d'expérience en stratégie d'entreprise, affaires publiques et communication. Sur ce, je vais laisser la parole à Hugues. Merci. Merci, Élise. Merci à vous tous d'être ici cet après-midi. On va essayer de rendre ça intéressant, enrichissant, nourrir peut-être des choses que vous savez déjà, alimenter des débats, des réflexions que vous avez, mais surtout axer la discussion sur les solutions. On veut passer le maximum de notre temps ensemble sur l'aspect des solutions parce que le sujet des pénuries de médicaments, c'est bien de faire des constats, c'est bien d'expliquer ce dont on parle, c'est bien d'expliquer de quelle manière est-ce que cette problématique-là se vit en pharmacie, dans une perspective mondiale aussi de la chaîne logistique du médicament, mais on veut les régler, les pénuries, ultimement, puis on va être capable de le faire pour les patients. Dans un panel sur les pénuries de médicaments, on peut se dire que c'est un peu loin de la réalité de la première ligne, alors qu'au contraire, s'il y a quelque chose d'assez universel qui touche à un moment ou à un autre tous les patients dans leur parcours de soins, c'est bien la réalité des pénuries de médicaments. La première chose qu'il faut dire sur les pénuries pour bien camper la thématique, c'est qu'on a un débat sémantique. En fait, expliquer c'est quoi une pénurie, si je vous posais individuellement la question, probablement qu'on aurait autant de définitions
qu'il y a de gens dans la salle aujourd'hui parce que certaines personnes nous diraient que c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, d'autres personnes nous diraient que c'est un enjeu au niveau de la fabrication des médicaments, au niveau de la disponibilité des ingrédients pharmaceutiques actifs, la disponibilité des excipients, des dispositifs médicaux dans lesquels les médicaments sont disponibles, etc. Donc, et la réalité, c'est que toutes ces définitions-là seraient bonnes parce que ce sont des façons différentes de témoigner d'une réalité, d'une problématique au niveau de la chaîne logistique qui est la même. Mais dans les faits, c'est qu'on a un seul terme, pénurie de médicaments, pour définir des situations qui peuvent être très, très variées, très, très diverses. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'entrer un peu plus en détail dans cette réalité-là. Alors, pour nous, les pénuries, ça va aux deux extrêmes. On a une situation où on est dans un cas clinique complexe, où on a un médicament, une thérapie médicamenteuse pour un patient pour lequel il n'existe pas forcément de substitution, avec un seul fabricant, et si on n'a pas le traitement pour ce patient-là, bien, on est dans une situation problématique. Alors, s'il y a une rupture complète d'approvisionnement de ce médicament-là, on a un problème. Puis, à l'inverse, à l'autre bout du spectre, on a une situation où le médicament est en rupture temporaire, seulement au niveau de la fabrication. Le médicament sera de retour en inventaire sous peu. Il y a encore de l'inventaire en pharmacie, il y en a encore dans les autres maillons de la chaîne. Et ultimement, il n'y aura pas d'impact sur le patient. Mais malheureusement, le terme pénurie de médicaments définit l'ensemble de ces deux extrêmes-là et tout ce qui peut se retrouver entre les deux. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais il n'y a pas deux pénuries qui sont pareilles, qui se présentent de la même façon, et il n'y a surtout jamais de pénurie qui se présente en silo. Il y a toujours un effet domino, un effet cascade quand une situation de dérèglement de la chaîne logistique survient dans une classe thérapeutique ou pour un médicament. Généralement, il y a un impact ailleurs. On va vous donner des exemples concrets tout à l'heure. Quelques statistiques clés pour camper, mesurer l'envergure du défi qu'on a devant nous. 1750 pénuries aujourd'hui, au moment où on se parle au Canada. C'est un médicament sur 12 ou 8 des médicaments, des produits de médicaments qui sont en situation de pénurie. Encore là, le même spectre qu'on vient de décrire. On a des situations très problématiques, puis on a des situations qui ne sont pas réellement problématiques, mais qui sont quand même suivies, monitorées. Une pénurie actuellement, dans les dernières années, dure un peu plus de 2 mois, donc 69,3 jours pour être précis. En moyenne, on a des pénuries qui durent depuis des années. On a des pénuries qui ont été déclenchées hier, avant-hier, puis qui risquent de se résorber relativement rapidement. Donc, c'est la réalité avec laquelle on compose. Et surtout, le problème devient de plus en plus préoccupant, de plus en plus important. Il y a quelques années à peine, se déclenchaient à peu près 2 nouvelles pénuries par jour, alors que maintenant, en 2025, si on voit les tendances depuis le début de l'année, on est à près de 6 nouvelles pénuries déclarées par jour. Alors, on va parler tout à l'heure de l'impact que ça a sur les pharmaciens, sur les patients, mais pour vous donner un peu un aperçu de l'envergure du problème, vous avez quelques chiffres qui en témoignent. Le dernier point que je tiens à faire avant de céder la parole à mes collègues, c'est de dire que les pénuries de médicaments, il y a 10 ans, on en parlait. Il y a 12 ans, on en parlait. L'Ordre des pharmaciens a publié un rapport il y a une dizaine d'années où ils dénonçaient cette situation-là et ils imploraient l'industrie, les partenaires, le gouvernement à trouver des solutions. Si vous allez dans ce rapport-là d'il y a une dizaine d'années, il y avait 90 % moins de pénuries déclarées qu'aujourd'hui. Alors, le problème a pris une ampleur, une envergure énorme. Et pourtant, parce qu'on est résilient, parce qu'on est habitué dans le domaine de la santé à être en mode solution tout le temps, bien, on a fini par reconnaître ou accepter jusqu'à un certain point le fait que c'était une situation normale avec laquelle il fallait composer. Un des messages qu'on veut livrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une situation normale et c'est une situation à laquelle il faut s'attarder, trouver des solutions, mais surtout les implanter, parce que les solutions qu'on va vous présenter tout à l'heure, elles ne sont pas toutes nouvelles, elles ne sont pas toutes novatrices, mais elles n'ont malheureusement jamais été implantées à ce jour. Dernier point, par rapport aux caractéristiques des médicaments, ce ne sont pas toutes les classes thérapeutiques, toutes les familles de médicaments qui vivent les pénuries de la même façon. Les antidépresseurs, les agents modificateurs de lipides simples, puis les antipsychotiques, antiépileptiques sont ceux qu'on voit revenir plus souvent. En fait, quand on fait une analyse des produits qui sont le plus en pénurie dans la dernière décennie, c'est ce qu'on a. De manière anecdotique, il y a des produits là-dedans qui utilisent du lithium. Le marché du médicament, le lithium pharmaceutique n'existe pas en vase clos par rapport à d'autres utilisations du lithium avec des niveaux de pureté différents. L'utilisation qu'on en fait du lithium dans les batteries, dans le stockage d'énergie, est venue intéresser la production puis la transformation du lithium, dans certains cas, pour sortir du pharmaceutique, pour aller vers des niveaux de pureté et de concentration moins intéressants, moins élevés, mais pour servir à des batteries. Donc,
le marché du médicament et de la pharmacie n'existe pas en vase clos et on subit cette réalité-là aussi en pharmacie. Donc, merci Hugues. Fait qu'on va faire du pouce là-dessus pour voir un petit peu, essayer de comprendre pourquoi il y a des pénuries de médicaments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait d'où ça vient, pourquoi il y a des pénuries, qu'est-ce qui se passe? Puis on va reculer un petit peu pour se dire, bien, comment est-ce qu'on fabrique un médicament? Je sais qu'il y a des pharmaciens dans la salle, mais dans nos cours, oui, on voit certains aspects de la fabrication, mais pas au complet jusqu'au début de celle-ci. Je vais prendre l'exemple du Tylenol. Du Tylenol, c'est où? Est-ce que ça pousse dans les champs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a des fermes de Tylenol où on fait pousser le Tylenol, on l'arrose, on met assez de soleil, puis ça finit par grandir? Non, personne? OK, c'est bien, je suis rassuré. Mais ce qu'on va regarder le Tylenol, c'est quoi? C'est quoi l'ingrédient actif dedans? C'est quoi le nom du Tylenol? Le nom commercial, le nom chimique de la molécule, c'est quoi? Acétaminophène. On va le décortiquer, là. Phène, à la fin, c'est du phénol. Du phénol, ça vient d'où? C'est un dérivé du pétrole. C'est un produit aromatique. Donc là, ça me dit, OK, ça me prend du pétrole. Ça me prend ensuite des ingrédients pour convertir, pour générer cette molécule-là de phénol. Après ça, on regarde acétamine. Une fonction amine, Donc, ça aussi, ça ne pousse pas dans la nature. C'est synthétisé chimiquement. Mais est-ce qu'on trouve ça n'importe où? Est-ce qu'on trouve ça facilement? Donc, ça prend des matières premières, ça prend des ingrédients lorsqu'on veut créer ces produits de base-là, donc ces produits semi-finis, qui vont ensuite être combinés pour former la molécule d'acétaminophène. Donc là, on a une molécule active. Puis si on regarde le tableau ici, bien, le pétrole, il vient d'où? Souvent, ça va venir du Moyen-Orient. Oui, on en produit au Canada, mais ce n'est pas le même type de pétrole. Pétrole canadien, pétrole d'Arabie Saoudite, ce n'est pas le même type de pétrole. Il y a des pétroles un peu plus lourds, un peu moins lourds. Ça prend du pétrole spécifique pour faire le phénol. Ensuite, les solvants, ils sont fabriqués où? Beaucoup en Asie du Sud-Est, puis on va en parler de pourquoi c'est concentré dans cette région-là du monde. Une fois qu'on a fait ça, mais on prend ça, on crée les ingrédients pharmaceutiques actifs, les fameux IPA, à l'aide de catalyseurs. Ça aussi, c'est un autre ingrédient qui s'ajoute à notre chaîne de production. Une fois qu'on a tout ça, on a l'acétaminophène. OK, mais l'acétaminophène n'est pas simplement comme ça dans votre comprimé de Tylenol. Ça prend des excipients, d'autres ingrédients qui viennent remplir, qui permettent de coller notre poudre pour former un comprimé. Des fois, c'est un liquide, des fois, c'est une gélule. Puis là, ce sont d'autres ingrédients, d'autres composantes qu'on ajoute. Mais ça aussi, ça vient de quelque part pour trouver ça. Si on prend comme excipient le lactose, c'est un sucre dans les produits laitiers. Il faut l'extraire. Je ne peux pas juste prendre mon lait, le sécher sur le comptoir, ça ne devient pas du lactose. Donc, encore une fois, là-dedans, j'ai une chaîne des procédés à faire. Une fois que c'est fait, donc j'ai mon comprimé qui est fait, il est enrobé d'une petite pellicule. Si vous remarquez, souvent, c'est lisse ce qui est autour pour le protéger, mais je dois le mettre dans de l'emballage. L'emballage, c'est quoi? C'est une bouteille de plastique. Le plastique, il vient d'où? Encore une fois, ici, le plastique, on ne le pousse pas, on ne le trouve pas comme ça dans la nature. On le fabrique à partir de produits chimiques. Encore une fois, ici, notre pétrole qui revient. Votre bouteille de plastique, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Une étiquette. L'étiquette, il faut la créer. Donc, ça prend de la cellulose, ça prend de la fibre de papier, ça prend de l'encre, ça prend des pigments, ça prend une colle. On doit coller l'étiquette sur le pot. Le pot, ensuite, souvent, on le met dans une boîte de carton. Boîte de carton aussi qui est imprimée. Encore une fois, du papier. Donc, ça ne vient pas de n'importe où dans le monde, ça vient de plusieurs endroits dans le monde pour créer votre médicament que vous retrouvez sur les tablettes. Plus on multiplie ces étapes-là, plus on crée des vulnérabilités. La probabilité qu'il y ait un des maillons de la chaîne qui déraille. Ça va arriver. Ce n'est pas quand, ce n'est pas si ça va arriver, mais c'est quand ça va arriver. Puis avec quel impact. Est-ce qu'on peut se revirer de bord, trouver d'autres alternatives ou pas? Donc, lorsqu'on fait le médicament, on le part d'en haut, on le fabrique, on le synthétise, on amène ça chez le fabricant. Le fabricant, ensuite, va le distribuer. Va le distribuer où? Eux vont en parler au grossiste. Le grossiste, ensuite, doit l'amener jusqu'à la pharmacie. Ensuite, de la pharmacie, ça va jusqu'au patient. Donc, il y a plusieurs étapes tout au long de ceci. Là, c'est bien ça, y aller comme ça, mais on va compliquer le tout. On parle souvent de chaîne d'approvisionnement. Moi, je parle d'écosystème d'approvisionnement. L'écosystème du médicament ici. Donc, oui, on a vu ce qui était directement lié à la synthèse du médicament, mais autour de ça, il y a des gens qui vont offrir des services légaux, des services de consultation, du transport. Si c'est fabriqué en Inde, ça n'arrive pas ici. Là. Il n'y a pas des rapidotrons pour amener ça jusqu'au Canada. Plus âgés s'en souviendront de ce que c'est un rapidotron. Oui, merci. Donc, il n'y a pas ça pour amener ça. Donc, ça prend du transport aérien, du transport par camion, du transport par train, du transport par bateau. Transport par bateau. Qu'est-ce qui se passe dans les dernières années? Oups, il y a une guerre qui se passe à quelque part.
Les Houthis au Yémen, vous avez entendu parler de ça? Bien, ça fait qu'on ferme un passage, on ferme la mer Rouge, on doit faire un détour par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Ça ajoute environ 2 à 3 semaines de transit pour amener ça du côté européen. Donc, des délais. Quand Hugues parle des raisons de pénurie, est-ce que c'est temporaire? Peut-être. C'est un délai qui est mis. Mais est-ce qu'on a assez de stock? Est-ce qu'on a un coussin pour couvrir ces 3 semaines-là? Peut-être, peut-être pas. Ce qu'on a ensuite là-dedans, donc les services d'entretien, les contrôles. On parle de médicaments ici. Mon T-shirt, s'il y a une manche 1 mm plus long que l'autre, c'est correct. Il n'y a personne qui va mourir. Mais mon lithium, s'il est mal dosé, si je suis à 10 d'écart de ce qui est supposé avoir dedans, bien, je peux déstabiliser mon patient, je peux même aller jusqu'à l'intoxiquer. Le médicament a des contrôles extrêmement précis. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce qu'est la nitrosamine? Oui, les pharmaciens, vous devriez lever la main. Vous vous souvenez de ça il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais on s'est mis à détecter de façon importante dans plusieurs médicaments, des médicaments entre autres pour la tension artérielle et pour le reflux gastrique, des doses très élevées de nitrosamine. Une nitrosamine prise sur le long terme, qu'est-ce que ça fait? Risque accru de cancer. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Il y en a qui se disent « Yes, je vais attraper le cancer, je vais en consommer. » Non, habituellement, on ne dit pas ça. Donc, il y a des contrôles très, très, très importants dans l'écosystème. Et ce qui est arrivé au fil des années dans cet écosystème-là, c'est qu'il y a certains pays, dont l'Inde, qui sont mis à investir massivement. L'Inde, qui est plus près de nous que la Chine, voulait se rendre indépendante de la Chine. On dit, nous, on va créer cet écosystème-là local pour rapprocher ces différents maillots de la chaîne et pouvoir offrir des médicaments en plus grande quantité, en qualité et à un coût acceptable pour notre population. L'Inde, qui a quoi comme population maintenant? 1,2 milliard à peu près, c'est un tout petit pays, à peu près personne qui reste là. Mais maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens, puis ils sont mis à se spécialiser. Et quand on se met à fabriquer quelque chose en grande quantité, on devient meilleur, on réussit à réduire nos coûts en créant cet écosystème-là. Les pays, nous, comme le Canada, on n'est pas fous. On regarde ça, on dit hey, « moi aussi, je veux payer moins cher mes médicaments ». J'ai parlé de l'acétaminophène tantôt. T'sais, dans mes temps libres, là, moi, je regarde le prix de liste de la RAMQ. Vous connaissez la RAMQ? La RAMQ paie des médicaments, il y a des prix de liste, donc c'est le prix que la RAMQ va payer. Le prix de l'acétaminophène, là, si on regarde depuis 15 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, puis il a fait ça. Connaissez-vous quelque chose qui est resté stable et qui a même baissé comme prix dans les 15 dernières années? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et comment est-ce qu'on faisait ça? Bien, c'est en sous-traitant à certains pays comme l'Inde. On dit, OK, nos médicaments génériques, vous les fabriquez pas cher, vous allez les fabriquer pour nous parce qu'ils ont l'écosystème pour faire ça. Et oui, ils ont des régulations qui sont peut-être moins strictes au niveau environnemental, qui permettent d'avoir des coûts plus faibles. Mais on est pris là-dedans dans ce contexte-là où nous, comme payeurs publics, comme contribuables, on se dit, bien, je veux payer un bon prix pour mes médicaments, d'accord, parce que ça peut devenir des coûts importants. Mais en contrepartie, on crée des vulnérabilités parce qu'on ne contrôle pas l'écosystème. On est totalement rendu dépendant de plusieurs producteurs qui ne sont plus ici au pays. On fabrique encore des médicaments au Canada. Là. Okay? Trompez-vous pas là-dessus, il y en a encore qui sont fabriqués. Mais de A à Z, cet écosystème complet-là, la réponse, c'est non. Il y a des parties de cet écosystème qui sont là, mais pas tout ce qui est là-dedans. Donc, c'est les chaînes, c'est là qu'on en est là-dedans, puis ça crée des risques importants de pénurie, et Hugues l'a bien mentionné, on voit ça, c'est en multiplication depuis des années, à cause de ces vulnérabilités-là pour nous, et particulièrement pour les médicaments génériques. Pour une des raisons principales, c'est le coût. Médicaments novateurs, c'est autre chose, c'est un marché qui est un peu plus captif. Donc, des fois, il y a un seul médicament, c'est plus facile, des fois, prévoir la demande. Puis la rentabilité par molécule, elle est largement différente. Un médicament qui se vend 600-700 $ versus un médicament qui se vend 6-7 sous la pilule, ce n'est pas du tout la même chose en termes de marge de profit, de capacité de maintenir des chaînes solides et de réduire le risque. Voilà pour ce qui est pourquoi on a des pénuries. Regardez ça, trouvez quelque chose là-dedans qui va dérailler. Ça va dérailler. Encore une fois, la question, ce n'est pas si, mais c'est quand un de ces éléments-là. Et c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se relever rapidement pour trouver des alternatives, pour mieux se prémunir là-dedans. Donc, on va regarder les solutions à la fin, mais ça va toucher différents de ces aspects-là de l'écosystème du médicament. Et quand on parle pénurie, bien, ça affecte concrètement des gens comme des pharmaciens. Donc, Élie, je pense que tu nous parlais de ça, comment on vit ça dans le quotidien dans les pharmacies. Puis, ou c'est Hugues? Oui, vas-y. Juste avant, je vais parler du maillon qui précède, parce qu'on a parlé de la fabrication. Au Canada, au Québec, on a environ 200 fabricants de médicaments brevetés, médicaments innovateurs, donc, et de médicaments génériques.
les excipients, les ingrédients actifs, les emballages que Pierre-Marc a décrits sont vraiment en tête de cette chaîne logistique-là. Les fabricants vont ensuite devoir faire autoriser le médicament pour commercialisation au Canada. C'est le fédéral, Santé Canada, qui a cette responsabilité-là. Et les décisions par rapport à la couverture, est-ce que le médicament va être remboursé, est-ce qu'il va être inscrit à la liste des médicaments de la RAMQ, en vertu de quoi est-ce que les patients au Québec vont pouvoir avoir accès aux produits, c'est de juridiction provinciale. Donc, si par exemple on parle des vaccins, il y a le Comité d'immunisation du Québec qui va se pencher sur le vaccin, qui va formuler une recommandation. Le produit va ensuite être remboursé en vertu du programme québécois d'immunisation. On a dans le médicament à peu près la même réalité. Et les assureurs privés au Québec vont couvrir selon des modalités, mais au même prix que les produits publics. Donc, quand il y a un produit qui est inscrit à la liste, l'ensemble du marché va calquer cette réalité-là. Les 200 fabricants ou à peu près vendent leurs médicaments, pas directement aux patients, pas directement aux pharmaciens, mais principalement aux grossistes en médicaments, aux distributeurs. Ce sont deux termes qu'on utilise de manière interchangeable. Pourquoi? Bien, parce qu'essentiellement, si une pharmacie commandait 200 fois des médicaments à 200 fabricants et recevait 200 commandes par jour, on peut imaginer que les équipes en pharmacie n'auraient pas la capacité de faire leur travail. Alors, les grossistes agissent comme consolidateurs, comme créateurs d'efficience, si on veut, en achetant les médicaments de 200 fabricants, en les recevant, en les entreposant, puis en étant capable de recevoir des pharmaciens des commandes. Chaque jour, les équipes en pharmacie passent une commande en fin de journée et le lendemain matin, les médicaments sont livrés en pharmacie, avec la possibilité de commander des produits à l'unité, 2 unités, 3 unités. Donc, le grossiste agit comme un consolidateur et ça permet à la pharmacie de recevoir une seule livraison au lieu d'en recevoir 200 chaque jour et de pouvoir faire l'amorce de la thérapie médicamenteuse du patient le plus rapidement possible. Vous imaginez qu'avec un univers de 10 000 molécules différentes, de 20 000 produits de médicaments, c'est très difficile de penser qu'une pharmacie dans toutes les régions du Québec puisse avoir en inventaire tous les médicaments possibles. Alors souvent, il y a un patient qui va se présenter en pharmacie. Le médicament ne sera pas forcément disponible sur le champ, mais pourrait l'être dès le lendemain matin. Donc, l'importance d'être capable de répondre rapidement à la demande pour que l'amorce de la thérapie médicamenteuse se fasse rapidement, bien, on le comprend assez rapidement. L'idée, c'est que quand une pharmacie commande à son grossiste distributeur, la pharmacie va avoir à peu près 99 % des produits qui vont être commandés. En moyenne, le taux de commande est à 99 %. Ceux qui connaissaient la logistique savaient que c'est assez élevé. Quand les grossistes commandent des médicaments aux pharmaceutiques, aux entreprises pharmaceutiques, on a des taux d'exécution de 94-95 %. Ça veut dire que 5 % de nos commandes vers les fabricants sont back-order. Donc, il faut qu'on se stocke de l'inventaire en centre de distribution pour être capable de répondre aux besoins des pharmacies et de leurs patients. Donc, historiquement, parce que des dynamiques économiques ne sont pas étrangères à la réalité des pénuries, historiquement, les grossistes avaient la capacité financière de stocker 8, 9, 10, 11, 12 semaines de médicaments, de les avoir en inventaire, de sorte que si un fabricant avait des enjeux, parce qu'il y a un enjeu de transport mondial, parce qu'il y a un enjeu politique, parce qu'il y a une contamination, une nitrosamine qui a été identifiée, etc., bien, le grossiste avait la capacité de jouer un rôle tampon, de retarder l'impact sur les pharmacies et sur les patients. Malheureusement, parce que la chaîne du médicament est ce qu'elle est, parce que la réglementation n'a pas évolué dans un sens favorable, on a sorti du financement de la distribution. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les grossistes sont contraints de n'avoir que 3-4 semaines d'inventaire. Donc, notre marge de manœuvre collective pour éviter les pénuries, elle est nettement amoindrie. Et malheureusement, ça a un impact important en pharmacie et sur les patients. Puis on pourra revenir un peu plus tard dans les solutions sur la dimension économique. Je vous donne juste un aperçu. On parle d'un produit, on parlait d'antihypertenseur tout à l'heure, le Ramipril, qui est un médicament qui aujourd'hui est à la liste des médicaments à 2,12 $ par mois. Alors, c'est un médicament générique. Le grossiste fait essentiellement à peu près 14-15 sous de frais de distribution pour prendre ce produit-là, le recevoir, le mettre en inventaire, le rendre disponible dans un système de commande, le mettre dans une commande, puis le livrer partout au Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, à Blanc-Sablon, en Abitibi, etc. C'est sûr qu'il y a des médicaments qui valent plus cher pour lesquels le revenu du grossiste est plus important, mais il reste que si on veut avoir une pérennité d'accès aux médicaments dans les régions rurales, régions éloignées, c'est un modèle qu'il va falloir moderniser, puis ça, évidemment, on y travaille très fort.
Je vous donne une photo. Ça, c'est une photo qui a été prise dans un grossiste de Montréal. Il y a 6 centres de distribution de médicaments au Québec qui ressemblent à ça. Alors, c'est la consolidation des médicaments et c'est livré en pharmacie dans ce qu'on appelle communément des totes, donc des contenants en plastique dans lesquels les médicaments se retrouvent. Il faut savoir qu'il y a des médicaments cytotoxiques, des précurseurs, des narcotiques, des produits réfrigérés qui doivent être maintenus entre 2 et 8 degrés. Tous les médicaments, maintenant, en vertu de la réglementation fédérale, doivent être maintenus entre 15 et 25 degrés, ce qu'on appelle la température ambiante. Tout écart de température doit être rapporté. Tout produit qui pourrait être perdu, une fiole qui va être brisée, doit être rapporté à Santé Canada quand c'est une substance contrôlée. Donc, le cahier de charge, les requis de manutention des produits, des substances contrôlées, la complexité que ça a depuis des années n'a pas cessé d'augmenter. Donc, toutes ces réalités-là impactent, ont une incidence sur les pénuries de médicaments. Alors, les grossistes, comment ils opèrent? En fait, ils font 20 000 livraisons à peu près par semaine dans les pharmacies. C'est une livraison à toutes les 45 secondes. Donc, depuis qu'on a commencé à se parler, là, il y a eu quelques dizaines de livraisons qui ont été faites en pharmacie. On a une flotte de 2000 camions. Les grossistes exploitent ça et peuvent livrer environ 15 000 produits différents. Évidemment, les médicaments d'ordonnance, c'est ça beaucoup dont on parle. On a parlé de Tylenol, donc acétaminophène, qui peut être soit sous ordonnance ou en vente libre. Les médicaments en vente libre, les grossistes aussi approvisionnent les pharmacies il y a quelques années, puis malheureusement, ça a duré plusieurs années. On a géré une pénurie importante de formules nutritives pour nourrissons, le lait maternisé. Il y a eu une usine aux États-Unis qui a eu un enjeu justement de contamination. L'usine a dû interrompre ses activités et ça a eu un effet domino monstre sur l'ensemble de la catégorie. Au début, c'était seulement un produit, puis finalement, tous les produits de la famille des formules nutritives ont été touchés et ça a pris 3 ans à réussir à revenir à une certaine forme de normalité pour cette catégorie-là. Donc, ça, c'est un exemple de vente libre, mais imaginez à quel point il peut avoir des impacts souvent insoupçonnés. Pendant la pandémie, on n'a pas eu d'acétaminophène, d'ibuprofène pédiatrique. C'était très compliqué. C'est la photo que vous avez vue tout à l'heure. Donc, c'est la réalité avec laquelle on compose. En pharmacie, ça a des impacts. Absolument. Alors, moi, j'ai envie de parler des gens maintenant qui sont touchés par ça. On a passé par la chaîne de production, les manufacturiers, à la chaîne de distribution. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'impact sur les professionnels de la santé et sur les patients. Pour ceux qui sont soit pharmaciens, médecins ou qui même sont juste parents, vous vous rappelez peut-être de la pénurie d'épipènes où, à un point, durant cette pénurie-là, il a été décrété que la date d'expiration, on pouvait la prolonger. Donc, on se pose des questions à ce moment-là. Ça donne une perte de confiance un peu aussi à la date initiale qui avait été mise sur le produit. Puis comme maman, là, je me souviens de la garderie qui appelle, qui dit, bien là, je vais ouvrir l'épipène de base. Non, il est encore bon. Oui, je suis pharmacienne. Non, on ne veut pas utiliser ça. Alors, il y a toutes sortes de chaînes comme ça là, qui s'en suivent au niveau de la vie des gens. Donc, maintenant, si on revient au moment où il y a une pénurie qui est constatée en pharmacie, qu'est-ce qui se passe? Donc, le pharmacien a le droit et rémunéré également pour faire la substitution du médicament. Il y avait certaines barrières dans le passé qui étaient beaucoup plus sévères. Je pense qu'on a tous un PTSD du temps où on devait appeler 2 pharmacies de notre région pour vérifier qu'ils étaient bel et bien en rupture d'inventaire. Maintenant, ça s'est assoupli. Cependant, ça reste quand même que, comme pharmacien, on doit rechercher des alternatives. On doit valider qu'il s'agit bel et bien d'une pénurie. On doit consigner ça au dossier. Puis le pire bout, c'est vraiment l'élément de communication avec des patients. Ça dépend évidemment du produit, ça dépend de la condition de santé, mais dans certains cas, les médicaments pour lesquels on a des alternatives sont moins efficaces. Donc, il y a un risque aussi au niveau de la perturbation de l'état de santé du patient dans certains cas. Puis même au niveau de la perception du patient, on pense par exemple à des patients qui ont des vulnérabilités, qui prennent des médicaments à index thérapeutique étroit, qui va faire en sorte que ça accroît le travail de surveillance de la thérapie des pharmaciens qui doivent en faire davantage pour eux. Donc, toutes sortes d'impacts comme ça. J'ai une question à vous poser à main levée. J'ai fait un sondage auprès des pharmaciens de notre réseau pour leur demander c'était quoi l'impact en termes de temps sur eux. Donc, dans l'équipe de pharmacie, là, combien d'heures par semaine ils estimaient
qui passaient à gérer des pénuries de médicaments. Donc, à gérer des dossiers plates là, qui font qu'on n'est pas en train de servir nos patients avec des services professionnels, les aider à gérer leur traitement pour qu'ils puissent atteindre leur cible, mais vraiment juste d'essayer de les garder à flot. Là. Combien de temps vous pensez? Je vais vous donner des échelles. Est-ce que vous pensez que c'est entre 1 et 3 heures? Levez la main. Par semaine. 1 et 3 heures par semaine. Est-ce que vous croyez que c'est entre 4 et 8 heures par semaine? Entre 8 et 12 heures par semaine. Okay. Plus que 12 heures par semaine. OK. Alors, je pense que ça peut dépendre des fois des régions aussi, mais la bonne réponse, ce que les pharmaciens m'ont répondu, c'est que ça pouvait aller entre 7 et 10 heures par semaine facilement. C'est également des statistiques que j'ai recherchées sur différents sites sur les pays occidentaux, donc les professionnels de la santé, quel est l'impact en pharmacie de ces ruptures d'inventaire, et on parle là, de facilement 9 heures par semaine dans la majorité des pays occidentaux. Alors, c'est significatif, c'est du temps qu'on pourrait passer à faire autre chose. J'ai un exemple à vous donner, un exemple qui m'a été donné par une pharmacienne qui a vécu un cas relativement difficile d'un patient avec une maladie rare, la maladie de Wilson, qui est une maladie qui c'est au niveau du métabolisme du cuivre. Le patient, s'il ne reçoit pas la pénicillamine, il y a une accumulation de cuivre dans son organisme qui fait en sorte que le patient, en fait, il peut mourir de ça. C'est très grave, il va y avoir des accumulations au niveau hépatique et puis ça met sa vie en danger. Et cette pharmacienne-là, au moment où c'est arrivé, elle était en début de carrière, donc elle avait encore un peu, était encore un peu cool. Mais les pénuries de médicaments font en sorte qu'on devient moins cool. Et donc, ce patient-là, quand elle a réalisé que la pénicillamine était en rupture d'inventaire, dit, bon, on va essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas de solution au Canada. Il n'y a même plus de matière première de ce produit-là. Et le patient... je pense qu'il a sorti tous les mots d'église, les mots à 4 lettres qu'on peut compter. Et la pauvre pharmacienne en début de carrière qui ne savait pas quoi faire a dû appeler et réaliser que finalement, il y avait la disponibilité du produit auprès de grossistes aux États-Unis. Donc, elle a fait appel au programme d'accès spécial et a eu quelques jours plus tard la possibilité d'offrir le produit aux patients. Mais vous pouvez voir ici qu'il y a un impact significatif au niveau de l'état, la stabilité mentale des gens psychologiques, autant des professionnels que des patients, et sur leur santé, évidemment. Donc, c'est énormément, là, je pense que c'est une histoire qui parle beaucoup. Puis si on regarde les exemples en hôpital, c'est encore plus significatif si on pense aux patients en oncologie. Parfois, il y a même des situations où on doit faire des choix éthiques. Donc, lorsqu'il y a des pénuries de médicaments, par exemple, pour des patients qui ont des maladies rares, des maladies qui requièrent des médicaments qui sont produits de façon très limitée dans le monde. Donc, il va falloir trouver des solutions pour ça. Et puis, c'est à cette étape qu'on en est rendu dans notre panel. Alors, je te laisse la parole, Hugues. Oui, on avait promis des solutions. Alors, les voici. On a parlé des causes. Pourquoi on a autant de pénuries? Pourquoi est-ce que le volume de pénuries augmente autant depuis des années? Quelles causes, quels impacts ça a, tant sur les professionnels de la santé que sur les patients? Alors, on entre dans les solutions. On vous en présente 10 en rafale. Et puis après, on pourra ouvrir pour les échanges et questions. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien de présenter des solutions. Encore faut-il les implanter, les mettre en place. Il y a des solutions ici qui sont un peu plus novatrices, d'autres que vous avez entendues certainement à plusieurs reprises. Je fais écho au premier commentaire quand on a présenté la thématique. Toutes les pénuries de médicaments ne sont pas égales, bien au contraire. Alors, la première solution qu'on propose, c'est de faire évoluer le lexique des pénuries de médicaments. Il faut en parler de manière différente. On ne peut pas juste désigner toutes les pénuries de manière uniforme. Ben, je peux y aller là-dessus. Je pense que c'est très bien de dire il y a des médicaments qu'on a des alternatives où il y a plusieurs fournisseurs, plusieurs fabricants. Donc, s'il y a des fabricants sur 15 qui est en rupture, qui est en pénurie, est-ce que c'est la fin du monde? On a des alternatives. Je pense que le travail à ce moment-là, Élise, est beaucoup plus facile pour le pharmacien s'il change la compagnie A à la compagnie B pour exactement le même produit. Donc, ça facilite là-dessus. Puis ça donnerait un portrait beaucoup plus juste. Ça, l'usage des bons mots permet mettre le doigt sur le bobo correctement, savoir qu'est-ce qui se passe réellement, puis c'est quoi le degré d'impact, c'est quoi le niveau d'alerte qu'on doit avoir par rapport à ceci. Donc,
correctement savoir qu'est-ce qui se passe, bien le comprendre et pas mettre une catégorie fourre-tout, ça nous permet justement de poser les bonnes actions qui vont s'en venir. Hugues, je ne sais pas si... On passe à la prochaine. Alors, deuxième solution, j'ai avancé trop vite. Deuxième solution, développer des listes de médicaments critiques selon des critères objectifs. Je pense qu'on y a fait allusion à quelques reprises. Toutes les pénuries n'ont pas le même impact patient. Une situation, par exemple, où on a un médicament pédiatrique qui est en rupture complète pour un cas où il n'y a pas de substitution, où il n'y a pas d'alternative possible, on ne peut pas se permettre collectivement de manquer de ce genre de produit-là. Alors, ça fait appel à des solutions d'entreposage qui sont différentes, à des solutions au niveau de la chaîne logistique qui ne nous permettraient pas de se rendre à une pénurie complète. Ensuite, constituer des réserves d'API et de médicaments critiques. On parlait d'ingrédients pharmaceutiques actifs, des réserves de médicaments, des produits finis. Si on ne peut pas se priver de certains médicaments, assurons-nous d'en avoir en inventaire domestiquement. Pour moi, la solution 2 et 3, là-dedans, ça va ensemble. T'sais, premièrement, tu l'as dit, il y a plus de 10 000 médicaments au Canada disponibles. On ne peut pas tout stocker. On peut pas, c'est pas vrai que tout est prioritaire, que tout est essentiel. Demain matin, si mon comprimé de calcium et de vitamine D, j'en ai pas, probablement, c'est plate, mais la personne ne va pas mourir de ça. Mais il y a d'autres médicaments que j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre alternative. Comme le cas qu'Élise a présenté, c'est une question de vie ou de mort dans certains cas. Donc, il y a certaines choses qu'on doit cibler, être beaucoup plus spécifique dans ce qu'on veut viser. Puis ensuite, ça nous permet justement d'arriver à ces réserves-là qu'on veut constituer. Parce que si demain matin, on se retourne de bord et on dit « Hey, monsieur les grossistes, madame les grossistes, stockez 10 000 médicaments, ayez 1 an de stock de ces 10 000 médicaments-là de chacun. » Je ne suis pas sûr qu'ils vont nous aimer, à moins que le gouvernement arrive un gros chèque pour les soutenir. Mais sinon, je ne suis pas sûr que ça soit réaliste là, comme solution. Là. Mais si on vous dit, bon, c'est pas 10 000, mais c'est une liste de 25 produits qui sont essentiels, puis il y a déjà des listes qui existent que l'OMS a faites, sur lesquelles on peut se baser pour dire, mais ça, c'est le strict minimum. Puis ceux-là, ce n'est pas 4 semaines, désolé, mais on va tourner la vis un petit peu là-dessus, puis on va dire c'est 12 semaines, ou c'est une réserve nationale, ou c'est dans les pharmacies, ou c'est un petit peu partout qu'on va cibler ces 25 médicaments-là pour se protéger comme société. Là. Dans le milieu hospitalier, il y a une liste qui a été développée, puis il y a des inventaires plus importants de ces médicaments critiques-là qui sont prévus. Donc, on pourrait faire quelque chose de similaire au niveau communautaire en mettant des cliniciens ensemble, en mettant les groupes patients à contribution pour identifier les produits dont il ne faut absolument pas se priver. Si on poursuit, revoir le prix des médicaments génériques pour minimalement intégrer l'inflation. On en a parlé tout à l'heure. Beaucoup de produits sont inscrits à la liste et le prix ne changera pas. On parle de médicaments génériques, ne changera pas à long terme. La fabrication coûte de plus en plus cher. On a beau délocaliser les chaînes de production vers l'Inde, vers la Chine ou d'autres pays en Asie du Sud-Est. De manière générale, les coûts de fabrication augmentent. Le marché québécois va devenir progressivement, et c'est déjà le cas, un peu moins attrayant pour les fabricants. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que dans une situation où il y a une interruption de la disponibilité d'un médicament, où on est en situation de pénurie, bien, les fabricants vont se tourner vers les marchés les plus lucratifs vers lesquels vendent leurs médicaments. On voit régulièrement qu'il y a des pénuries qui sont causées aussi par le retrait des médicaments. Donc, des fabricants qui décident de ne plus commercialiser un produit parce qu'ils jugent que les conditions de marché ne sont plus suffisamment attrayantes. Puis, on parle d'ingrédients pharmaceutiques actifs, mais on parle aussi des excipients. Si vous allez voir sur la bourse de New York où toutes les commodités sont négociées, vous allez voir l'évolution du prix du sucre, qui est un des principaux excipients, en fait, qui est le principal excipient. Le prix du sucre a triplé en l'espace de quelques années. Alors ça aussi, ça a un impact sur les coûts de fabrication. Et malheureusement, dans le contexte québécois, on n'a pas cette notion-là d'indexation, de révision périodique du prix des médicaments. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires là-dessus. On poursuit. Repenser le financement de la distribution de médicaments pour protéger l'accès. Je vous parlais un peu tout à l'heure du modèle où le prix du médicament va dicter l'honoraire de distribution, le frais de distribution. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, de s'assurer de pérenniser l'accès des médicaments. Donc, il faut trouver une façon de réinvestir en distribution pour éviter deux choses. Soit que la fréquence de livraison quotidienne dont on se parlait tantôt ne se produise plus dans les régions rurales, régions éloignées, ou encore que des grossistes décident de faire des choix, de devenir sélectifs dans les produits qu'ils vont rendre disponibles. Ce serait logique dans tous les domaines, peut-être sauf dans celui du médicament, de dire, bien, moi, je n'accepterai pas de livrer à perte un médicament qui vaut, je vous donnais l'exemple du Ramipril à 2,12 $,
ben, ce n'est pas suffisant d'avoir 20 sous pour livrer un médicament dans une région éloignée du Québec, dans une dynamique à si faible densité de population comme on a ici. Mais évidemment, si on se mettait à délister des produits puis à dire ben, on ne le distribue plus puis on se concentre juste sur les médicaments de haute valeur ou de plus haute valeur, évidemment, il y aurait un impact encore plus important en pharmacie, ce qu'on veut éviter, et il y aurait un impact important sur les patients, ce qu'on veut aussi éviter. Il y a le modèle des grossistes de spécialité que je me permets de mentionner, où ils vont faire une sélection de seulement quelques produits qui sont très, très lucratifs en distribution, puis ils ne se donnent pas le trouble de devoir distribuer les médicaments génériques que pourtant les Québécois ont besoin. On parlait ce matin de maladies chroniques avec le docteur Boileau parce que c'est un des focus importants de la stratégie nationale dont il nous parlait puis qui sera dévoilé prochainement. Il nous disait que c'était un des principaux moteurs de coûts dans le système de la santé. Bien, c'est essentiellement dans cet axe-là que l'avenir des médicaments génériques est important. Ce sont surtout les médicaments génériques qui sont utilisés dans le traitement des maladies chroniques, évidemment. Revoir les requis de communication et moduler la transparence de la divulgation. Oui, je vais prendre celui-là. En fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, il existe un site web où vous pouvez avoir accès à aux pénuries de médicaments Canada. Donc, vous pouvez avoir, peu importe si vous êtes un professionnel de la santé ou monsieur, madame, tout le monde, l'information sur les produits qui sont en rupture de stock, aussi le niveau de gravité, de sévérité de la rupture d'inventaire et puis la date estimée de retour. C'est super d'avoir des communications comme ça. Ça permet de prévoir la problématique. Il y a cependant aussi l'envers de la médaille, c'est que ça crée aussi une espèce de peur, une crainte. Puis dans la chaîne de distribution, la pire chose qui peut arriver, c'est justement l'instabilité. C'est comme en bourse. Dès qu'il commence à y avoir des comportements de stockage, par exemple, de la part des pharmaciens, ça va en fait empirer la problématique de rupture d'inventaire et puis ça va faire en sorte qu'on va s'enliser encore plus. Alors, je crois que la communication est importante. Je crois au bien fondé de ces listes-là, d'avoir accès à l'information. Aussi pour les patients, pour que les gens puissent prendre responsabilité aussi de leur traitement, pour que les pharmaciens puissent, à l'avance, commencer à prévoir les alternatives et faire la substitution en temps opportun pour les patients. Mais il y a aussi certains impacts. Des fois, c'est mieux de ne pas le savoir parce que, justement, il peut y avoir un comportement de panique là, dans les commandes des produits. De manière anecdotique, je peux vous dire que les journalistes, il y en a beaucoup qui suivent ce site web-là, pénuriedemedicaments.ca, et qui nous appellent pour dire « Pouvez-vous nous parler de cette pénurie-là? » En fait, je peux vous en parler, mais ce n'est pas une pénurie réelle dans le sens où elle n'a pas d'impact sur le patient. Oui, mais elle pourrait en avoir une? Oui, potentiellement, surtout si vous en parlez. Alors là, on passe beaucoup de temps à convaincre les journalistes de ne pas faire de reportage sur une pénurie qui est déclarée. Alors, l'équilibre de la transparence, je pense, avec l'intérêt du patient doit être modulé. La solution numéro 7, soutenir réellement la fabrication locale en créant des incitatifs financiers. Moi, c'est quelque chose que j'adore. On veut ramener ça chez nous quand c'est possible de le faire, mais il faut que ça soit économiquement viable pour ces entreprises-là, pour qu'elles viennent fabriquer ici. On a présenté l'écosystème. Si on n'a pas tout ce qu'il faut autour pour soutenir ces entreprises-là, parce que tout ce qu'on cherche, c'est le plus bas coût, on ne réussira jamais à se protéger nous-mêmes. On ne se cachera pas, on l'a vu dans la COVID. Quand ça a frappé, quand les pénuries ont frappé, ce que les pays ont fait d'abord, c'est se servir soi-même. Il y a des gros principes de solidarité, mais quand la catastrophe arrive, on voit que ça saute rapidement à la solidarité. Puis quand on n'a rien chez nous, on est incapable de faire quoi que ce soit. Pensons au vaccin. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on attendait que les autres se soient servis, puis on recevait les stocks. Puis on est chanceux au Canada, au Québec, d'être un pays riche, d'avoir des ressources comparativement aux pays pauvres qui, eux, ont attendu encore plus longtemps. Puis même encore aujourd'hui, ils n'ont jamais eu de vaccin. Donc, on est là-dedans. Si on est capable d'avoir une industrie ici qui est solide, mais encore une fois, il faut être capable d'avoir une industrie qui est viable économiquement, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Hugues en a parlé des prix des génériques. Oui, il y a certaines entreprises qui fabriquent un peu ici, mais si on veut quelque chose de plus soutenant à long terme, ça va prendre plus d'investissement. Donc, soit qu'on revoie les prix, soit qu'on soutient par des subventions, des incitatifs et autres. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des risques à commencer à justement faire des politiques d'achat locales comme ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir justement un impact négatif sur la stabilité si on se lance dans quelque chose qui est plus émotif, justement? Bien, peut-être à ce sujet-là, je pense que c'est important de conserver en tête le fait qu'on le dit souvent, le Québec, c'est environ 0,5% du marché mondial du médicament, 2% du marché mondial si on inclut l'ensemble du pays. Donc,
faut trouver l'équilibre entre encourager la production locale, ce qui est très important, mais pas tomber dans une dynamique protectionniste non plus. Je pense que l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Si chaque province décide de faire en double ou en triple ce que d'autres provinces font, ben, on n'est pas nécessairement en train de créer de la valeur à se compléter, mais on pourrait se trouver au Québec l'identité de ce qu'on veut faire, puis être capable de le soutenir financièrement. Puis on parle du Québec ici, mais je ne sais pas si vous suivez un peu la politique, mais là, on parle de créer une économie canadienne et pas des économies fragmentées. C'est le genre de projet qu'on peut faire en commun là-dedans. Puis autre chose pour les entreprises, pour travailler beaucoup dans ce mouvement-là en ce moment, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis. Ce que mes clients me disent, c'est qu'ils détestent l'instabilité. C'est de dire, moi, j'ai investi 200 millions pour créer une usine, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans 6 mois. Mais justement, si on leur garantit un certain volume d'achat, ils disent, OK, ben, je vais être capable d'amortir puis d'avoir une vision sur 15, 20, 25, 30 ans et non pas seulement 15, 20, 30 jours, ce qui est insoutenable. Donc, dans ces politiques d'achat-là, si on dit, oui, construis ici, on va s'approvisionner de manière préférentielle chez toi. De façon nationale, que ce soit ici ou ailleurs, pour garantir un certain volume à un certain prix pendant un certain temps. Mais encore une fois, ça devient beaucoup plus rationnel comme décision de dire, OK, j'accepte de prendre ce risque financier-là. Parce que dans le contexte actuel, c'est un très, très gros pari, disons-le. Justement, c'est la solution 8, garantir des volumes d'achat aux fabricants qui produisent localement. Je pense que la clé ici, c'est la prévisibilité d'accès au marché. Et c'est ce qui permet aussi aux fabricants d'investir. En vaccination, il y a eu des initiatives de fabrication locale parce qu'il y a une prévisibilité également. La 9e solution, mieux communiquer la durée des pénuries aux pharmaciens et à leurs équipes. Oui, bien, ça revient un peu à ce qu'on discutait tantôt sur la communication, la transparence de ces pénuries aux pharmaciens et à leurs équipes. Je pense que le bien fondé de ça l'emporte sur justement le risque de stockage de produits parce que ça permet justement la préparation des patients, la préparation des professionnels, puis l'organisation du travail en pharmacie. On l'a vu, il y a un gros impact sur les opérations dans une pharmacie, sur la motivation au travail, etc. Donc, d'avoir au moins l'information, on a déjà un bout de chemin de fait. Donc, moi, je serais en faveur de continuer à communiquer de façon transparente puis d'en faire davantage de ce côté-là. Je vais me faire l'avocat du diable là-dessus pour l'industrie. Des fois, ça devient un peu complexe de prédire une durée d'une pénurie. Je reviens sur l'exemple de la nitrosamine. Quand on l'a détecté, après ça, dire, OK, mais je dois modifier mon procédé de purification et de fabrication. Combien de temps ça va me prendre d'arriver au résultat escompté? Est-ce qu'on compte ça en jours, en mois ou en années? C'est très difficile parfois de dire. Donc oui, on veut cette transparence-là si on est capable de la fournir, mais encore une fois, créer des fausses histoires, toujours reporter de 30 jours, 30 jours, 30 jours, comme on va sur le site de pénurie. Souvent, ils disent, prochaine mise à jour dans 30 jours, puis c'est reporté, reporté, reporté. Donc toi, dans ta décision, à un moment donné, tu dois prendre une décision comme pharmacien pour dire, OK, est-ce que je fais le changement ou pas? Puis combien de temps ça va durer? Donc, Et puis un point, on a peut-être passé vite là-dessus tout à l'heure, mais dans la fabrication, souvent, on peut avoir une seule usine qui fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs et qui va fournir les 15 fabricants dont le produit est inscrit à la liste. Alors, le fabricant peut être en confiance, son processus de fabrication est efficace, mais si l'usine d'API d'IPA tombe en rupture ou en cessation d'approvisionnement, c'est l'ensemble de la chaîne qui est déréglé. Enfin, la 10e solution, refuser de parler des pénuries comme d'une situation. On doit accentuer le sentiment d'urgence. Ce n'est pas une situation temporaire, ce n'est pas une situation contextuelle, etc. C'est une réalité profonde, marquante, avec un impact sur les patients qui touche donc tout le monde au niveau de la première ligne, les prescripteurs, les équipes en pharmacie. Donc, si on est capable d'en parler, d'expliquer, de contextualiser le fait aussi que ça a un coût énorme pour le réseau. La RAMQ doit payer un médicament de substitution dont le prix est plus élevé. Les équipes en pharmacie prennent beaucoup d'heures pendant lesquelles ils ne sont pas auprès des patients à déployer des services cliniques, à déployer d'autres types de solutions. Ça a un impact sur les équipes du ministère de Santé Québec, des grossistes, des fabricants. Peut-être que ça occupe les courtiers en douane parce qu'il faut faire des importations spéciales, les gens qui font des préparations magistrales. Alors, c'est tout l'écosystème du médicament, de la pharmacie et des payeurs qui, ultimement, est touché par Donc, il faut arrêter de considérer que c'est normal de vivre ça. Je pense qu'il faut accentuer
la mise en place de solutions, puis la discussion sur les différents points là, de rupture potentielle, puis trouver des solutions à chacune d'entre elles. Mais je pense que là où il faudrait mettre l'énergie, à mon avis, là, plus particulièrement, c'est sécuriser certains stocks pour les produits critiques. Je pense que ça pourrait avoir un impact plus significatif là, si on veut faire quelque chose en premier. Je ne sais pas de votre côté si vous avez une préférence parmi les solutions proposées, laquelle mettre de l'avant en premier, parce qu'on ne peut pas tout faire. Ben, moi, je dirais que la clé, c'est que malheureusement, il n'existe pas, comme on dit en anglais, de silver bullet. S'il y avait une solution à mettre en place qui avait un impact de manière tangible sur la situation des pénuries, il n'y en aurait pas. On ne pourrait pas, ça prend un ensemble de solutions. Je pense que s'attarder aux enjeux économiques, c'est la clé parce que, ultimement, c'est les dynamiques économiques qui font en sorte que l'industrie, les acteurs se mobilisent et se structurent pour implanter des solutions de manière pérenne. La liste de médicaments critiques, je pense que c'est essentiel. C'est quelque chose qui est faisable, qui est envisageable. Est-ce que c'est magique, comme tu dis? Non. On vient de Tylenol pédiatrique. Pourquoi c'est en rupture? Bien, il y a eu une augmentation fulgurante de la demande que personne n'avait prévue. Il était disponible, le médicament, on pourrait en fabriquer, mais on n'en fabriquait juste pas assez pour répondre. Donc, si quelqu'un avait pu prévoir ça, bien, dites-le moi, là, mais personne ne l'avait vu venir sur son radar. Là. On a quelques minutes pour des questions, des interactions, si vous en avez. Oui? Parfait. Peut-être vous identifier avant. Puis... Allô? Allô? Est-ce que je dois pas? OK, c'est bon. En fait, j'ai manqué les 5 premières minutes, fait que si mon commentaire n'est pas pertinent, je suis désolée. Vous avez manqué les 5 meilleures minutes. Là. Fait que moi, je suis médecin de famille, en fait, puis je suis dans une clinique d'enseignement. Puis, en fait, je trouve ça super intéressant parce que c'est la première fois qu'on nous parle de la notion de l'écosystème, de comment est-ce qu'un médicament est fait. En fait, nous, on fait juste prescrire, puis on ne sait pas un peu d'où viennent tous ces médicaments-là. Puis, mon premier commentaire, c'est que je suis vraiment surprise, mais les médicaments qui en manquent le plus souvent, ben, c'est des médicaments qu'on prescrit le plus souvent. Puis, là-dessus, en fait, j'attendais un peu pour voir des solutions, pour voir si vous allez parler un peu moins de l'offre, mais par rapport à la demande. Donc, dans vos solutions, je vois pas vraiment de portion où est-ce que c'est de sensibiliser les médecins, à être sûr qu'on prescrit les bonnes affaires, qu'on prescrit des choses qui sont pertinentes, parce que je trouve que naturellement, s'il y a de la pénurie, puis qu'on diminue la demande, ça a l'air un peu fou parce que vous nous fournissez ces médicaments-là, mais ça pourrait peut-être aussi aider les situations de pénurie où est-ce que finalement, les médicaments sont donnés aux patients qui en ont réellement besoin, puis donc ça éviterait que les gens qui en ont peut-être pas besoin n'en prennent pas inutilement. Fait que si on parle du calcium, de la vitamine D, il y a beaucoup de conférences pour nous dire si c'est vraiment nécessaire, si c'est vraiment ça que tu devrais prescrire. Les IPP, on est beaucoup de plus en plus sensibilisés à déprescrire justement pour les patients qui n'en ont pas de besoin. Fait que je trouvais votre conférence super intéressante pour tout ce qui est au niveau de l'offre en tant que telle, mais je pense que ça vaudrait la peine aussi de sensibiliser les gens au niveau de la demande aussi pour juste être sûr qu'on prescrit nos bonnes affaires. C'est un très bon point. Moi, j'ai peut-être un volet de réponse. Je ne sais pas si vous voulez... J'en ai aussi, mais tu peux commencer. Ben, en fait, merci premièrement du témoignage puis de la recommandation. Je pense que la communication interprofessionnelle est clé. Vous avez entièrement raison, ou en tout cas des fabricants vers les professionnels et entre professionnels. La réalité, c'est que pour les molécules qui sont établies, qui sont déjà commercialisées, ce qu'on voit de manière générale, c'est que la demande a très peu de fluctuations. D'une année à l'autre, on va voir des variations de 1, 2 ou 3 %, à moins qu'il y ait un élément évidemment majeur qui viennent changer, soit une nouvelle indication. L'exemple d'Ozempic, je pense que tout le monde l'a en tête dans la dernière année. Molécule dont le brevet va se terminer en janvier prochain. Il va y avoir évidemment les médicaments génériques qui vont embarquer tout ça. Donc, à moins qu'il y ait une situation, un événement comme ça, on est capable de voir une demande qui est relativement constante d'une année à l'autre. Dans des cas où on a une demande qui augmente parce qu'il y a un phénomène comme une situation de pénurie où un journaliste en parle, c'était ça, l'acétaminophène et ibuprofène pédiatrique, quand on en a manqué en pandémie. La demande avait augmenté de 250 % par rapport aux années antérieures pour les mêmes semaines de référence dans l'année. Donc, même situation d'activité virale, etc. Parce qu'il y avait une panique qui s'est installée, puis les parents, puis il n'y a rien de pire que d'avoir un enfant qui pourrait souffrir à la maison, puis qu'on n'a pas le produit pour soulager, évidemment, ses maux, ses malaises. Donc, on comprend ça, mais c'est une situation de stockage. Donc, c'est une augmentation temporaire artificielle de la demande. Donc, quand on dit chaque cas est différent, c'est un peu ça, mais effectivement, puis on veut pas non plus influencer le prescripteur dans son choix. L'idée, c'est par contre de lui fournir les informations. Quand on parlait de communication par rapport aux durées, aux causes des pénuries, c'est peut-être là où on peut faire un bon bout de chemin comme industrie aussi.
Oui, ma réponse est complémentaire à ça. Vous avez de très bonnes organisations comme Choisir avec soin qui offrent des lignes de pratique qui sont très, très, très utiles pour s'assurer justement du bon usage du médicament. Puis ça, c'est un rôle partagé parmi tous les professionnels, médecins, pharmaciens ici dans la salle, infirmières et autres. Là, tout le monde qui prescrit a une responsabilité très grande par rapport à ça, effectivement. Mais comme Hugues le mentionne, ce qu'on voit quand il y a des pénuries ou des ruptures, c'est des chocs beaucoup plus importants. Donc oui, on veut utiliser correctement, mais même si on réduisait la demande de 5-10 on demeure très vulnérable face aux pénuries. L'exemple qu'Élise a donné sur la pénicillamine, je veux dire, ce n'est pas des tonnes et des tonnes de comprimés qu'on passe par année, puis il n'y a pas de surprescription là-dedans, mais c'est quand même des médicaments qui sont visés par de telles pénuries pour des raisons multiples là, qui vont survenir. Donc, ça n'empêche pas que le bon usage du médicament, c'est essentiel, effectivement, en termes de deniers publics, certainement, et de santé populationnelle, tout à fait, oui. Je suis un peu plus grand. Je vais monter. Jonathan Pratt, moi je suis directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines. Merci d'avoir parlé des maladies rares. Je trouve que on n'en parle pas assez. La question est plus pour M. Gervais, mais pour y répondre. On a vu il y a quelques semaines en fait, pas notre président, mais le président au niveau du pays du Sud qui a sorti un décret là, sur le prix des médicaments, justement, donc de réduction de 30 à 80 Selon vous, ça va être quoi l'impact de ça au niveau du Canada? On sait qu'on importe quand même beaucoup de médicaments, donc est-ce qu'on pourrait s'attendre à une hausse du prix de certains médicaments pour contrebalancer et tout ça? Donc, peut-être juste... C'est une excellente question que vous posez là. Malheureusement, on a vu l'intention que M. Trump, l'agent orange, a mis en place, mais maintenant, comment est-ce que ça s'est matérialisé? Ce qu'il a mentionné, c'est qu'il voulait obtenir le prix de la nation la plus favorisée, un peu dans le type de ce qu'on a au Canada où on cherche à comparer avec les prix internationaux. Donc oui, ça pourra avoir un impact ultimement, mais ça fait partie aussi d'une stratégie de négociation beaucoup plus grande. Quand il attaque l'Europe et les produits pharmaceutiques, il faut savoir que l'industrie américaine s'est beaucoup délocalisée au niveau de l'Irlande. Pourquoi l'Irlande? Bien, parce qu'ils ont des incitatifs fiscaux extrêmement généreux pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, si vous allez en Irlande, vous allez voir énormément d'industries pharmaceutiques et des grappes qui se sont formées. Donc, ensuite, ils ont attiré comme ça. Maintenant, il y a de la compétence qui s'est formée là-bas. Puis, le principal produit importé d'Europe aux États-Unis, ce sont des médicaments. Donc, Trump voit ça, dit « Moi, je vais imposer des tarifs là-dessus pour équilibrer le tout ». Trump, dans ses stratégies, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il utilise plusieurs tactiques comme levier de négociation. Puis le prix du médicament, selon moi, est une des tactiques qu'il veut utiliser pour forcer l'industrie pharmaceutique à revenir produire en sol américain et payer des impôts. Maintenant, ultimement, qu'est-ce que ça va être l'impact au niveau de l'économie mondiale du médicament? Malheureusement, à ce stade-ci, c'est prématuré pour moi pour vous répondre, mais c'est quelque chose qui est sur le radar là, de plusieurs pays, j'imagine, dont le Canada. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Hugues. Je ne sais pas si c'est une information complémentaire. Peut-être sur l'autre volet de la question qui était quel impact ça peut avoir sur nous au-delà de la dynamique d'approvisionnement international puis de commerce international. Je dirais qu'au Canada, on a des médicaments dont le prix est très réglementé. Il existe le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés qui régit évidemment les prix des brevetés. On a l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique où il y a une négociation par rapport au prix des génériques. Puis on a des listes, des formulaires parce qu'on a une assurance médicaments universelle au Québec. Puis maintenant un peu partout au pays aussi, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, la capacité de réglementer les prix, je pense qu'on parlait par exemple des prix d'insuline au Canada qui sont nettement plus bas que ce qu'il y a aux États-Unis. Donc, il y a souvent des exemples comme ça qui ont été identifiés. Ce que le gouvernement américain a tenté de faire à plusieurs reprises, entre autres les républicains, quand ils n'étaient pas à la Maison-Blanche dans les dernières années, ils ont adopté des décrets pour être capables de faire de l'importation de médicaments du Canada. Et les grossistes au Canada, on a refusé de faire de l'exportation de médicaments vers les États-Unis parce qu'on savait que ça allait avoir un impact trop grand sur les pénuries de médicaments. Donc, il y a un lien avec la thématique aussi d'aujourd'hui en ce sens-là parce qu'on aurait désavantagé les patients canadiens en répondant aux besoins des Américains, ce qu'on a refusé de faire catégoriquement. Même si commercialement, ça aurait pu être attrayant, on a refusé de le faire. Oui, bonjour à tous. Donc Chloé, je travaille pour Sanofi Pasteur, donc dans les vaccins, et je suis directrice de la chaîne d'approvisionnement. Donc déjà, merci beaucoup pour ce forum et cette conférence qui a été super intéressante. Du coup, j'avais une question, enfin plutôt une suggestion, parce que moi, je suis plutôt du côté du coup industrie, et on a aussi beaucoup de challenges, et un des challenges principaux, c'est
d'anticiper les changements, les fluctuations de demande. Parce que spécifiquement en vaccin, les temps de production sont très longs. C'est de 6 mois, c'est le minimum, à 1 an. Donc des changements des fluctuations rapides sont pour nous impactants très rapidement. Donc je pense qu'il faut aussi en stratégie avoir une collaboration très proche avec le gouvernement, parce que nous on travaille majoritairement avec le gouvernement, mais en tout cas avec les clients et les pharmaciens, et aussi les grossistes répartiteurs pour avoir potentiellement par exemple une vision un peu plus claire sur les inventaires restants sur le marché. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez étudié. Oui, bien, en fait, oui, puis je retiens l'autre commentaire aussi sur la demande. Je pense que travailler sur les deux variables de l'équation de l'équilibre de marché, c'est important. Souvent, ce qu'on voit quand il y a un changement au niveau des parts de marché, c'est là où il y a un impact sur les fabricants. Je prends un exemple fictif. On a une situation où il y a trois fournisseurs dans le marché. Il y en a un qui a 60 % de parts de marché historiquement, l'autre a 30 %, puis il nous en reste un à 10 %. Si celui qui est à 60 % tombe en rupture d'approvisionnement du jour au lendemain, l'effet domino sur les deux autres est immédiat. Les trois tombent en rupture automatiquement. Si c'est celui qui a 10 qui tombe en rupture, les deux autres vont être capables probablement de s'ajuster pour rehausser un peu la production. Malheureusement, on l'apprend au même moment que l'ensemble des autres acteurs parce que le point de déclaration, c'est quand le fabricant qui a 60 % de part de marché annonce avoir sa situation de rupture. Donc, on n'a pas vraiment de grand préavis nécessairement, nous non plus, mais j'accueille en tout cas très favorablement l'idée de travailler ensemble davantage parce qu'on doit travailler mieux avec les fabricants de manière collective puis être capable d'anticiper puis de se partager l'information. En tout cas, on doit ça aux cliniciens et aux patients certainement. Puis c'est un des chantiers qu'on veut mettre sur pied. OK, super. Merci. Je vois que notre indicateur de temps nous témoigne du fait que c'est le temps d'aller de l'autre côté pour la conférence sur le mot de clôture de Première Ligne en santé. Merci beaucoup d'avoir passé votre après-midi avec nous. On apprécie beaucoup. Très bel échange. Merci. Merci.